Non seulement l'État n'a pas d'État à proprement parler, vous êtes digne de ce nom, avec un État qui est encore un État provincial, mais l'État fédéral, l'État canadien, défend les intérêts de la nation canadienne. Et si parfois les intérêts de la nation canadienne, de la nation québécoise concordent, oui, on sera défendu. Mais quand les intérêts de la nation québécoise et de la nation canadienne ne concordent pas, à ce moment-là, c'est les intérêts de la nation canadienne qui vont prévaloir. Et on l'a vu récemment dans les contrats qui ont été donnés pour les chantiers, le chantier naval d'Halifax et de Vancouver. Celui de Lévis a été, dès le départ, mis de côté. Vous savez d'ailleurs que les règles qu'avait mis initialement le gouvernement fédéral visaient à discarter complètement le chantier de Lévis, puisqu'il fallait plusieurs mois avant le dépôt des soumissions faire démontrer sa viabilité financière. On l'a vu aussi, et Gilbert faisait référence, à la réponse à la crise économique et financière que le gouvernement canadien a mis en place. Alors, par exemple, le fait de mettre 10 milliards dans l'industrie automobile, une industrie automobile d'ailleurs très classique, là, basée sur le pétrole, alors que effectivement pour l'industrie forestière québécoise, on n'a eu que des grenailles. Même chose concernant le fait qu'on aurait pu utiliser l'ensemble des investissements qui ont été faits pour soutenir l'économie, pour aller davantage vers une économie verte, ce qui n'a pas été le cas. Encore une fois, la stratégie industrielle canadienne, de la nation canadienne, c'est une stratégie qui est basée sur la dépendance au pétrole, le développement des sables bitumineux, sur l'automobile, alors que nous, ici, qu'est-ce que nous fabriquons? On fabrique des locomotives, des trains, des autobus, des moyens de transport qui sont collectifs. Et donc, on a été mis de côté complètement, nos intérêts ont été complètement mis de côté dans la réponse du gouvernement canadien à la crise. Le peu de contrôle qu'on a, on tente de nous l'enlever. Alors, le projet que le gouvernement fédéral a de créer une commission des valeurs mobilières pan-canadiennes ferait en sorte que l'autorité des marchés financiers, qui réglemente en partie l'ensemble des opérations financières au Québec, disparaîtrait. Et donc, devant l'ensemble de ces enjeux-là, il est plus que temps que la nation québécoise se dote de son propre État, un véritable État avec l'ensemble des pouvoirs, ce qui veut dire être en mesure de rapatrier l'ensemble de nos taxes, de lever l'ensemble de nos impôts, de signer l'ensemble de nos traités. Et là, je dois vous dire qu'on est extrêmement inquiet de ce qui se passe dans le cadre de la négociation pour un traité de libre-échange Canada-Europe. D'abord, le gouvernement canadien est extrêmement agressif dans le cadre de cette négociation-là. C'est lui qui dit que tout est sur la table. Alors, tout est sur la table, ça veut dire que nos marchés publics sont sur la table, que notre modèle agricole, en particulier basé sur la gestion de l'œuvre, est sur la table aussi, alors que souvent, ce ne sont pas les Européens qui demandent d'avoir ces sujets-là en négociation. Alors donc, c'est extrêmement inquiétant. Donc, il faut être en mesure de signer l'ensemble de nos traités et aussi, évidemment, de faire l'ensemble de nos lois. Alors, la marche vers l'indépendance se poursuit. Elle se poursuit samedi prochain par cette marche organisée par Cap sur l'indépendance, auquel je participerai, évidemment. Merci. Alors, M. Léla. Merci. Écoutez, moi, je pense que les gens connaissent un peu ma façon de voir l'économie du Québec et de voir comment il est important de mieux contrôler nos moyens pour parvenir au genre de société qu'on veut créer. Vous savez, moi, j'ai eu le privilège, parce que, comme dit mon petit-fils, j'ai duré longtemps, j'ai eu le privilège, en 1990, dans les années 90, d'être sur le comité directeur au moment de la commission sur l'avenir politique constitutionnelle du Québec, qui avait été créée par M. Bourassa, donc une commission qui a beaucoup fait parler. Et à l'époque, c'était évident que les centaines de mémoires qu'on a reçues, les gens qu'on a rencontrés, il y avait là une volonté au Québec de dire il faut qu'on se donne les moyens de créer notre pays. C'était évident. Et ceux qui ont signé cette déclaration-là, jusqu'à la dernière minute, c'était l'ancien président de la Banque nationale, des gens très connus dans la haute finance, qui sont aujourd'hui chez Power Corporation ou ailleurs, mais qui dans le temps faisaient la promotion, évidemment, de l'élément central du développement, c'était le Québec.
quand on faisait du développement, c'était pour développer le Québec, c'était extrêmement important. Puis on se donnait les moyens de le faire. Or, ensuite, il y a eu 95. J'ai eu le grand privilège de présider le sommet économique organisé par M. Bouchard, où là aussi, finalement, l'élément central du développement, c'était le Québec. On faisait ça pour le Québec. Le reste ne nous inquiétait pas. On disait, on est capable, on a les moyens, on va y parvenir. J'ai présidé ensuite les États généraux sur la réforme des institutions démocratiques en 2002-2003. Et là, j'ai senti qu'il y avait un bouleversement important. La mondialisation leur faisait sentir ses effets les plus forts, je dirais. Et là, les gens baissaient les bras. Je me souviens, on était 9 commissaires. À la fin de chaque réunion, on faisait un post-mortem. Et dans bien des coins du Québec, on disait, ça va finir par sauter. Et je ne suis pas surpris d'aujourd'hui du phénomène des indignés. Il y a les indignés qui le démontrent d'une façon spectaculaire avec l'occupation. Ma voisine ici va vous en parler sûrement. Mais ça, c'est spectaculaire. Mais il y a tous les indignés qui ne se manifestent pas et qui, espérons-le, vont se manifester au moment de la marche. Parce que le système ne fonctionne pas. Écoutez, c'est pas moi qui le dis. Les grands de ce monde, Joseph Stiglitz, qui est le vice-président, l'ancien vice-président de la Banque mondiale, chef économique, économiste de la Banque mondiale, qui a démissionné parce qu'il disait que ça n'a pas d'allure de la façon que ça fonctionne. Le but de la Banque mondiale, c'est de venir en aide à tous les pays, pas simplement à quelques-uns. Il a démissionné, puis qu'il dit à qui veut l'entendre, il est rendu à son 6e livre, le dernier portant le titre « Le triomphe de la cupidité », où finalement, ben, il y a les riches, puis il y a les pauvres, et l'écart ne cesse pas d'agrandir. Et ça, c'est contraire au projet que j'ai connu, moi, au Québec, un projet de social-démocratie, où on considère les gens comme étant les égaux. En fait, nous, ça nous impressionne, les grandes déclarations et les grandes chartes là, sur l'être humain. La charte française, l'égalité, la fraternité, etc. En 1948, la déclaration des droits de l'homme, l'article 1er dit tout le monde est égaux, etc., etc. Quand vous lisez ça, vous sortez votre mouchoir, c'est émouvant. Mais quand vous voyez la réalité, c'est pas vrai. Et si on n'a pas les moyens, si on ne se donne pas les moyens de créer le genre de société qu'on veut avoir, eh bien, finalement, on va tout perdre. Regardez ce qui se passe actuellement. Là, on est bien occupé avec les problèmes de placement dans le monde de la construction, mais pendant ce temps-là, M. Harper est en train de passer sa loi là, sur le contrôle des armes à feu. Il engage un juge de la Cour suprême qui est unilingue, un vérificateur général qui est unilingue, et pour justifier sa nomination, un bon Québécois, le ministre Paradis se lève, il dit « Oui, on a nommé parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est de donner les meilleurs services aux Canadiens. » Il n'y a pas un bilingue qui est capable de donner un bon service aux Canadiens. C'est incroyable. Puis on dit ça là, sans réaliser qu'on est en train d'insulter les gens qui sont bilingues et ceux qui sont francophones. Et quand M. Paradis s'est assis, on a vu ça à la télévision hier soir, il a reçu une belle tape dans le dos de la part de son chef en disant « C'était bon, t'as répondu. C'était très bon, t'as répondu. » Il faut faire comprendre ça aux francophones, que c'est bien mieux quand c'est mené par des anglophones. Alors il faut absolument se donner les moyens, autrement, moi je suis inquiet pour l'avenir. Pierre Paquet a parlé de l'AMF, je suis allé à la Cour suprême. J'étais dans le temps président du MEDAC, je suis allé à la Cour suprême. On peut deviner le jugement. Le jugement, je gagerais là-dessus. Je ne sais pas si on a le droit de gager c'est un futur jugement, mais le jugement va certainement dire ben oui, les provinces ont le droit d'avoir une commission des valeurs mobilières, mais le fédéral aussi. Et là, quand on parlait aux avocats des différentes provinces, les gens disaient, ben, si le gouvernement permet la création d'une commission valeurs mobilières fédérale, c'est bien sûr qu'on va faire le saut dans la grande commission des valeurs mobilières, je comprends. Il y a juste l'Alberta qui disait non, puis le Québec qui disait non. Ce qui a fait dire à l'avocat
du gouvernement fédéral. Oui, on va permettre l'opting-in, mais on ne permettra pas l'opting-out. Autrement, une fois que tu vas être dedans, c'est pour y rester pour toujours. Tu n'auras plus le droit, tu auras renoncé à ton droit de former des commissions des valeurs mobilières. Nous, au Québec, on n'a pas le choix, il faut se donner ce pouvoir-là. Il faut contrôler. Évidemment, on est en train de perdre. Regardez le Grand Nord. Je pense qu'il n'y a plus une seule mine qui appartient à des Québécois. À Terre-Neuve, ils ont vendu à des Chinois une de leurs grandes mines. Mais les Chinois ont dit, nous autres, on va se faire des bateaux, on va aller chercher le minerai, puis on va aller transformer ça chez nous. Et le premier ministre dit, non, 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 vous allez construire l'usine à Terre-Neuve, vous allez faire vos boulettes, puis vous ferez ça chez nous, et ensuite vous transporterez ça chez vous. J'espère qu'on va être capable de se tenir debout. Moi, je suis le plus âgé ici, là. Je suis peut-être un peu plus pressé. On devrait maintenant avoir un gouvernement qui va au maximum de ce qui est de notre juridiction et même pousser un peu plus loin. Vous savez, on a fait beaucoup de reproches à M. Duplessis en disant, bon, il était incommode, puis bon, il faisait des choses pas toujours selon l'éthique. Mais quand même, quand le fédéral a voulu imposer une politique culturelle nationale, il a répondu par l'adoption d'un drapeau québécois. Il a dit non, non, nous autres, on est une société distincte. Et quand il était question de la fiscalité, il a dit non, non, je vais créer mon impôt. Il a même forcé le fédéral à consentir des points d'impôt. C'est pas rien. J'aimerais ça d'avoir un premier ministre qui en fasse autant en disant hey, une minute, là. M. Harper, vous avez dit qu'on était une société distincte. On dirait qu'il dit, je vous l'ai dit, vous étiez distinct. Laissez-moi maintenant vous normaliser et faire comme si vous étiez une province comme les autres. Alors, je pense que ça milite, ça, en faveur de la récupération de ces droits-là le plus tôt possible. Et le meilleur moyen, à mon avis, évidemment, c'est par l'accession à la souveraineté. Ça me paraît évident. Merci, M. Belland. Maintenant, Geneviève Boileau. M. Bélan, il disait qu'il était peut-être le plus pressé. Pas nécessairement d'accord. Moi, je suis jeune, je suis très pressée. Il y a une urgence de faire la révolution québécoise. Je crois qu'il y a une volonté mobilisatrice profonde chez les jeunes. Que ce soit avec Occupons Montréal, où on voit un mouvement d'indignation, mais aussi un désir de plusieurs Québécois de s'inscrire dans l'actualité internationale. Avec un Québec indépendant, on aurait un droit de parole sur ce qui se passe dans le monde en tant que peuple québécois. Il y a énormément de groupes de jeunes. On parle du MPIQ, on parle des JPQ, il y en a plusieurs. Et puis, je pense qu'il y a de l'espoir. Je pense que ça commence par une marche, ça commence par se demander pourquoi on veut encore faire l'indépendance, pourquoi c'est urgent, quelle indépendance, comment. Puis aussi d'éduquer, de se rappeler, de partager avec les gens qui ont vécu l'histoire du Québec. Avec le mouvement Occupons Montréal, évidemment, je ne peux pas parler au nom du mouvement Occupons Montréal parce qu'il n'y a pas de leader, il n'y a pas de position votée commune. Mais moi, en tant qu'occupante, en tant que personne qui a une tente là-bas, je ne vois pas comment on peut accéder à une meilleure société, une société progressiste, une société où tout le monde a la base. La base, c'est quoi? C'est l'éducation, c'est la bouffe, le logement, le transport. Je vois pas comment on peut accéder à une société comme ça sans passer d'abord par un État indépendant. Je vois pas comment on peut arriver à la société dont on rêve en commun, en tant que peuple, en restant une province subordonnée à un État canadien qui n'en a rien à faire de nos intérêts. Donc, vive la liberté, vive l'indépendance, vive la révolution québécoise. Alors, merci Geneviève. En conclusion, comme vous le voyez, nous sommes tous les quatre de générations différentes, mais nous partageons la même indignation face au statut indigne du Québec, un statut de dépendance, un statut de non-liberté, un statut de subordination. Et nous invitons donc non seulement les indépendantistes, mais toute la population, les gens d'Occupons Montréal aussi, qui se définissent souverainistes, indépendantistes ou fédéralistes,
ils viennent marcher avec nous. On a probablement beaucoup plus de points en commun que nos adversaires le pensent. Et un jour, très bientôt, c'est l'ensemble de la population du Québec qui va non seulement réclamer son indépendance, mais qui va la faire. Et donc, nous invitons toute la population à nous rejoindre, à manifester solidairement le 29 octobre à 13h30 à la Place du Canada. Le mouvement des indignés que nous appuyons est une lutte contre l'impuissance, le cynisme, la démobilisation qui ont cours actuellement. Et c'est exactement pour ça que Cap sur l'indépendance a été créé. Cap sur l'indépendance qui regroupe 22 mouvements qui vont tous être là. On a fait un appel également aux partis politiques. Il y aura plusieurs chefs de partis, députés à l'Assemblée nationale ou à la Chambre des communes d'Ottawa qui vont participer à la marche. Et donc, nous attendons une foule importante pour manifester notre désir de reprendre en main nos affaires. Voilà, je vous remercie. Vous avez des questions? C'est ce que j'allais poser comme question. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez avoir des entrevues individuelles à faire? Je vais me poser une question. J'ai essayé de voir de quand elle date la dernière grande manifestation pour la souveraineté, mis à part le jour de la Saint-Jean-Baptiste. J'ai essayé de me rappeler. Oui, ben, il y a chaque année la Marche des Patriotes, là, où il y a à peu près 500 personnes. Il y a un an et demi, le 20 juin 2010, l'un de nos membres, le collectif Libre Marcheur, a organisé également une marche où il y avait plusieurs milliers de personnes. Dans toutes les régions du Québec? Dans toutes les régions, oui. Il y avait des marches dans toutes les régions. Cette année, on se concentre à Montréal, de façon à ce que tout le monde se retrouve. Il y a des gens qui vont venir des autres régions, évidemment, participer à la marche. Vous espérez combien de personnes? Ben, écoutez, c'est difficile à dire. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de mobilisation qui se fait. On espère certainement plus de 1000 personnes, si possible beaucoup plus, on verra bien. Si le Québec était indépendant aujourd'hui, pensez-vous qu'il y aurait quand même un campement au Square Victoria aujourd'hui? Ah, ça, c'est... Probablement. Mais c'est très difficile à dire parce que, bon, quand on regarde certains États qui ont des programmes sociaux tout à fait convenables, il y a quand même des campements dans les capitales parce que le problème, c'est pas l'administration d'un pays particulier. En tout cas, c'est pas ça qui est dénoncé avec Fonds Montréal. C'est au contraire les grosses corporations, les grosses corporations qui sont au-dessus de l'État. Donc les multinationales, les banques qui gèrent la planète comme un terrain de jeu. Ce qu'on dit, c'est que tout simplement, Québec indépendant serait beaucoup mieux équipé pour intervenir, pour civiliser la mondialisation. Et dans ce sens-là, on pourrait faire des alliances, on serait en relation internationale avec tous les autres peuples, on pourrait faire des alliances avec les pays les plus progressistes et participer à un mouvement qui va finir par se faire parce que les sociétés ne peuvent pas endurer des crises économiques à répétition. Moi, j'ajouterais que ça va dépendre aussi du genre de démocratie qu'un Québec indépendant aurait. Tout est là. Quand la démocratie ne permet pas de faire connaître votre indignation, vous le faites dans la rue. Les Américains appellent ça le street democracy. Ben, à chaque fois que ça a bougé au Québec ici, vis-à-vis de notre propre gouvernement, ça a été souvent des manifestations. Je pense au Sirois, je pense à des manifestations populaires qui ont amené à changer les choses parce qu'on n'est pas capable de faire valoir notre point de vue à travers les structures ou la démocratie qui est en vigueur. Mais si le Québec nouveau a un mode de communication entre l'État et ses sujets, à ce moment-là, ça peut changer les choses. C'est vrai ça pour toute la société, mais c'est encore pire pour la nation québécoise parce qu'actuellement, on est dans un État où, au plan politique, dans les structures fédérales, on est en voie de marginalisation complète. Et on sait très bien que le projet porté par les conservateurs d'augmenter le nombre de sièges de l'Ontario de l'Ouest à terme va vouloir dire qu'ils vont être capables de gouverner sans jamais chercher à aller avoir un appui significatif au Québec. On le voit très bien avec le gouvernement conservateur. Donc, à terme,
en restant au sein du Canada, il est très clair que la nation québécoise va être de moins en moins capable de s'exprimer démocratiquement. Alors, ça plaide ça aussi, à mon sens, pour l'indépendance du Québec. Et j'ajouterais une dernière chose, on vit dans un déni démocratique complet. Imaginez un peuple qui n'a pas été consulté sur la Constitution qui le régit, dont tous les gouvernements ont refusé de la signer, et qui nous régit quand même. Il y a seulement les dictatures et les colonies qui vivent ça actuellement. La plupart des peuples se sont donné leur propre constitution. Et une des premières choses à faire, c'est de nous donner collectivement une constitution qui va régir justement cette vie démocratique plus pleine que souhaite M. Bélair et tous les démocrates. Parlons de déni démocratique. Je ne sais pas combien d'entre vous êtes allés à Occupons Montréal, sur la place des peuples. Génial, génial. Je ne sais pas si vous avez été témoin des assemblées générales. C'est sûr que là, on est en début, c'est un peu lourd, la démocratie, ça doit s'organiser, mais c'est la plus belle démocratie participative que j'ai vue de ma vie. C'est très très loin de on va voter tous les 4 ans, comme l'illusion qu'on a quelque chose à dire sur la façon dont notre vie fonctionne. Tous les jours, tout le monde est consulté à savoir comment il va vivre, quelles idéaux il va défendre. Puis, à mon sens, ça fait clairement partie de ce que c'est pour moi le rêve d'un Québec progressiste, indépendant. Oui. C'est évident qu'il y a comme une sorte de momentum. D'un côté, c'est un bon moment pour essayer d'organiser ce genre de marche, puis de l'autre, quand on voit ce qui se passe au Parti québécois, il y a une sorte d'implosion, là. Je pense l'inverse, là. Je sais pas, qu'est-ce que... Voilà, oui. Vous savez, cette marche-là, on n'a pas décidé hier de la faire, là. Depuis la création de Cap sur l'indépendance en mai dernier, et même avant, on s'est dit, oui, les partis politiques, c'est important, on a besoin de véhicules politiques qui nous ressemblent, mais essentiellement, la souveraineté, ça va se faire par les citoyens, par la population. Et, certains d'entre nous, moi j'ai déjà été ministre dans un gouvernement, mais je ne suis plus du tout actif dans aucune structure de parti politique, et beaucoup de gens qui nous ont rejoints aussi. Et c'est un mouvement intergénérationnel aussi. Donc, vous avez raison de le noter, il y a d'un côté des divisions qui semblent se produire dans le principal parti politique, le Parti québécois. Ce qu'on peut espérer, c'est que la division va être remplacée par l'union. Mais nous, on n'a pas attendu, on a décidé de se réunir. Alors, il y a une trentaine de mouvements souverainistes, indépendantistes. On en a regroupé 22 dans le Cap sur l'indépendance. Il y en a d'autres qui vont se rejoindre par la suite. Donc, il y a un mouvement d'union dans la société civile. Je dirais même qu'il y a un mouvement d'union plus large. C'est-à-dire que vous regardez le mouvement des indignés actuellement, c'est une chose. Il y a tout le mouvement Québec français qui s'est reconstitué pour la francisation du Québec. Il y a tout le mouvement pour le contrôle de nos richesses naturelles et l'indépendance énergétique. Vous avez eu toute la bataille du gaz de schiste. Il y a également, tous les jours, il y a des manifestes pour une démocratie plus pleine au Québec. Donc, les gens se mobilisent un petit peu partout, et nous, ce qu'on pense, c'est que tous ces mouvements vont converger, pas nécessairement sous notre chapeau, ils vont converger ensemble, et vont créer cette occasion, ce moment démocratique qui va redresser les choses au niveau de la vie politique. Parce qu'on a une vie politique pourrie, avec le gouvernement pourri qu'on a depuis un certain temps. Et la vie politique est d'autant plus pourrie qu'on a un gouvernement qu'on n'a pas élu et qui se déclare majoritaire et qui a décidé d'implanter des valeurs contre lesquelles nous sommes viscéralement contre. Je m'excuse, vous n'aviez pas terminé. Oui, j'ai terminé. Vous faites évidemment de grands efforts de mobilisation. Maintenant, comment réagissez-vous ou comment qualifiez-vous la presse en général et comment votre message est perçu par la grande presse en général? Comment vous pourriez la qualifier honnêtement, cette grande presse, ces grands médias? On en a une preuve ici ce matin, là. Quels sont les grands médias? Je ne vois pas Radio-Canada. Ah bon? Il n'y a pas de caméra. Je vais vous dire. Et là, vous allez avoir droit à quelques petits papiers dans la presse. On va peut-être avoir des réponses différentes, mais je dirais il y a beaucoup trop de journalisme sportif.
Donc, on regarde, est-ce que tel politicien a perdu des points, tel autre a gagné des points, où on en est dans les sondages. Alors, il y a des gens qui disent, on parle beaucoup de souveraineté de ce temps-ci, on parle plutôt sur un plan sportif, là, de ce qui se passe avec les partis souverainistes. Et on ne parle plus du tout du pourquoi de la souveraineté, de pourquoi on a besoin de prendre en main, d'aller au fond des choses. Et il y a beaucoup de journalistes qui le font, mais encore trop peu. Et c'est bien sûr que si aujourd'hui on avait dénoncé un politicien indépendantiste ou l'autre, on aurait fait la une des journaux. Et on ne veut pas faire ça. On veut créer de l'unité. Mais il y a un problème de fond, par exemple, que vous soulevez, parce que au Québec, la concentration de la presse, et au Canada, commence à devenir très problématique. Quand tu as 3 grands groupes à peu près qui contrôlent l'ensemble des médias, ça risque d'être un danger pour la vie démocratique. Je ne sais pas que c'est le cas présentement, mais c'est quand même inquiétant. Maintenant, comment contrer cette concentration de la presse-là? Peut-être qu'on pourrait réfléchir sur le rôle de Radio-Canada, par exemple, son financement. Mais ça ouvre c'est une question qui est pertinente, pas simplement, je dirais, pour le mouvement indépendantiste, mais pour l'ensemble de la couverture politique dans notre société. Est-ce que, par exemple, vous pensez que dans cette perspective, il y a des élus, autant au fédéral qu'au provincial, qui m'ont dit qu'il y avait la presse du Québec, la presse québécoise en général, et au Canada en général, était trop complaisante. Ce sont des élus qui m'ont fait cette remarque. Je suis pas mal d'accord avec eux. Mais on sait comment ça fonctionne. Quand on connaît les grandes politiques éditorialistes des grands mass-médias, bon, un message comme le vôtre ne peut que difficilement passer par rapport à Occupation. Non? Ben, en fait, moi, je voudrais juste dire rapidement, pardon, c'est très à la mode de dire que le projet de l'indépendance n'a plus sa place, qui est démodé. C'est très facile d'adopter un discours cynique, paresseux, blasé. C'est dans notre nature. Mais il n'en tient qu'à nous, lecteurs, journalistes, citoyens, de se lever contre cette facilité-là et de combattre le cynisme. Et le pouvoir est entre nos mains. Les médias ont beau être dirigés par 3 personnes, grosso modo, il n'en tient qu'à nous de créer nos propres médias et nos propres lieux de diffusion. Si on veut, on peut. Je vais juste donner un petit exemple quand même qui m'a surpris. Bon, on regarde les médias, que ce soit Québécois ou Power Corporation, la façon dont le message est martelé constamment, que l'État n'a plus les moyens, l'État québécois, puis même l'État canadien, n'a plus les moyens de ses ambitions. Le déficit, c'est énorme. La dette, ça devrait être notre principale préoccupation. Il y a un sondage qui est sorti récemment au Québec, d'Industry, et la première préoccupation des Québécois et des Québécoises, c'était la pauvreté, avec 26 %. Alors moi, ça m'a frappé que malgré le battage idéologique qu'on subit, les gens se préoccupent encore du fait que, particulièrement avec la crise qu'on vit, la pauvreté devient est toujours un enjeu prioritaire. Alors, je me dis, j'ai confiance dans l'intelligence des gens, mais ceci dit, ça ne règle pas notre problème de concentration de la presse. Alors, peut-être on pourrait passer aux entrevues individuelles, c'est difficile. Merci beaucoup d'être venu. Ah, j'ai oublié de demander, est-ce qu'il y a des questions en anglais? Mais ici, on ne peut jamais.